L'attaque, le sauvetage et l'annonce que les diamants sont entre nos mains, plongeons ensemble minute par minute dans l'opération Arnon, qui semble sortir tout droit d'un film hollywoodien bien écrit. Un jour après l'opération spectaculaire visant à libérer 4 otages israéliens, nous sommes encore en train d'assimiler tout ce que nous venons de voir. Et Tsahal publie de nouveaux détails. Ces nouvelles informations sont passionnantes, même si l'Iran envoie son propre message par l'intermédiaire du Hezbollah libanais. Entrons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre reportage Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 248e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, l'Iran et les Houthis. Au cœur du camp de réfugiés de Nuseirat, dans la bande de Gaza, s'est déroulée l'une des opérations les plus audacieuses depuis le début de la guerre. Noar Gamani, Almog Meir, Shlomi Ziv et Andrei Kozlov, tous enlevés à la fête Nova le 7 octobre, ont été secourus dans le cadre de l'opération Arnon. Cette opération tire son nom d'Arnon Zamora, le commandant de la police antiterroriste de Yamam, qui a dirigé les opérations de sauvetage et a été tué au combat. Jeudi soir, à 18h30, l'opération a reçu le feu vert de l'échelon politique. Après une planification minutieuse, des exercices et des modèles, ainsi qu'une surveillance avancée des services de renseignement qui a duré de nombreuses semaines, l'opération, initialement appelée Summer Seeds, a été approuvée. La confirmation a été faite lors d'une discussion confidentielle et tout le monde attendait le bon moment. Pour planter le décor, les 2 bâtiments de plusieurs étages où les otages étaient détenus se trouvaient à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Cela a compliqué la planification et l'exécution du sauvetage. Le fait que des civils palestiniens vivaient également dans ces bâtiments, entourant les otages et les gardes armés qui les détenaient, a également compliqué les choses. Cependant, des plans ont été élaborés pour surmonter ces difficultés et d'autres encore. Samedi, à 10h du matin, 2 équipes de commandos se sont précipitées de plusieurs directions vers le camp de réfugiés de Nuseirat, près de la côte. Les forces se sont dirigées en plein jour, secrètement, vers les 2 bâtiments où étaient détenues les personnes enlevées, parmi lesquelles se trouvaient des milliers de Palestiniens et des centaines de terroristes du bataillon local du Hamas. Pendant toute la durée de l'opération, l'armée de l'air a gardé un œil électronique sur le champ de bataille en utilisant des drones et des technologies de surveillance à longue portée qui ont permis aux troupes au sol d'avoir une connaissance de la situation en temps réel et des mises à jour constantes. À 11h, les 2 équipes au sol ont reçu l'ordre d'agir, qui a été personnellement approuvé en temps réel par le chef du Shin Bet et le chef d'état-major de Tsahal. Elles ont attaqué les bâtiments simultanément et en pleine coordination à la même seconde, afin d'éviter que les terroristes de la seconde cible ne s'en aperçoivent, ce qui mettrait en danger les otages. Si l'élimination des terroristes qui gardaient Al-Gamani et le sauvetage se sont relativement bien déroulés, l'opération dans le second bâtiment a été beaucoup plus compliquée. L'équipe du commandant de Zamora a signalé peu après le début de la fusillade qu'il avait été blessé dans l'échange de tirs. Les combattants qui ont éliminé les terroristes de la cible ont pris soin de leur commandant et ont tenté de le sauver en sortant du bâtiment sous des tirs de plus en plus nourris. À 11h15, l'annonce que tout le monde attendait est faite. Les diamants sont entre nos mains, ce qui signifie que les otages ont été récupérés. Cependant, le calendrier du plan a été légèrement perturbé par l'attaque de Zamora et les terroristes ont profité de ce retard pour faire entrer des centaines de combattants lourdement armés dans la zone. Faisant preuve d'un manque total d'intérêt pour leurs propres civils, ces terroristes ont commencé à tirer sauvagement sur les Israéliens, projetant des balles et des roquettes RPG dans toutes les directions. C'est une nouvelle preuve que l'organisation terroriste Hamas utilise la population civile comme bouclier humain, y compris ses propres familles. En outre, cette opération de sauvetage des personnes enlevées a mis en lumière un mensonge concernant les civils palestiniens non impliqués qui ne jouent aucun rôle dans le conflit entre Israël et le Hamas. Il a été démontré que nombre de ces civils non impliqués prenaient une part active aux opérations du Hamas, notamment en retenant des otages israéliens dans leurs appartements résidentiels civils. En fait, les 7 otages que Tsahal a libérés jusqu'à présent, Noar Gamani, Almog Meir, Andrei Kozlov et Shlomi Ziv à Nuseirat, Fernando Shirmon Merman et Louis Haar à Rafah, ainsi que le soldat Ori Magadish,
étaient détenus dans des appartements civils. De nombreux civils non impliqués qui vivaient dans les immeubles et les quartiers où ces otages étaient détenus savaient tout cela, mais la plupart d'entre eux sont restés silencieux. Le Hamas lui-même, afin de ne pas être dépeint comme quelqu'un de négligent dans la garde des personnes enlevées, a admis à maintes reprises que les prisonniers israéliens libérés se trouvaient avec des civils et non entre les mains du Hamas. Cela constitue une preuve supplémentaire pour ceux qui en avaient encore besoin. À quel point les civils non impliqués sont impliqués dans le terrorisme du Hamas. Au-delà de cela, jetons un coup d'œil en arrière sur quelque chose que la plupart du monde a oublié depuis longtemps. Pendant plusieurs années, avant le 7 octobre, 20 000 Palestiniens non impliqués de Gaza sont entrés chaque jour en Israël pour occuper des emplois fournis par les communautés mêmes qui ont été attaquées en cette terrible journée du 7 octobre. Ces civils non impliqués étaient employés dans des communautés situées dans toute la zone environnante de la bande de Gaza, y compris dans des communautés plus importantes comme Sderot et Ofakim. Certains de ces civils non impliqués notaient des détails qu'ils transmettaient ensuite au Hamas afin de préparer les attaques contre ces communautés. Toutes sortes de détails ont été transmis, notamment le nombre de résidents et de chambres dans les différentes communautés, l'emplacement des postes de garde, les lits même où les gardes et leurs familles dormirent la nuit, le nombre de membres de la famille vivant dans chaque maison, l'endroit où les voitures étaient rangées, etc. Tous ces détails ont été transmis au Hamas qui s'en est servi pour planifier son assaut dévastateur du 7 octobre. Après le 7 octobre, les preuves de l'implication de ces civils non impliqués ont continué à apparaître. Des quantités massives d'armes et de munitions, des usines d'armement et des entrées de tunnels ont été découvertes dans les maisons de ces civils non impliqués. Lors de la libération d'otages israéliens samedi dernier, certains de ces civils non impliqués ont participé activement aux tentatives d'attaque contre les troupes israéliennes qui tentaient de mettre les otages en sécurité. La liste des événements au cours desquels des civils non impliqués de Gaza ont participé à des opérations de combat actives contre les FDI s'allonge et inclut le soutien passif aux opérations de prise d'otages israéliens, etc. En mai dernier, des élections ont eu lieu à Gaza, les dernières jamais organisées, et des centaines de milliers de Gazaouis ont voté pour le parti politique parrainé par le Hamas. Le parti Fatah, qui domine l'autorité palestinienne et qui est parfois décrit comme modéré, a été totalement battu lors de ces élections et quelques mois plus tard, l'autorité palestinienne a été violemment chassée de la bande de Gaza et le Hamas a pris le contrôle total du territoire. Les civils non impliqués de Gaza qui ont voté pour le Hamas lors de ces élections savaient parfaitement que la charte de l'organisation appelait à la destruction d'Israël et au meurtre de masse des Juifs. Ces personnes savaient exactement pourquoi elles votaient. Bien qu'il n'y ait plus eu d'élections dans la bande de Gaza depuis lors, les sondages effectués auprès des habitants de Gaza ont toujours montré au fil des ans que le soutien au Hamas restait élevé au sein de la population. Par ailleurs, les sondages réalisés auprès des Palestiniens de Cisjordanie et des quartiers est de Jérusalem montrent que ces populations soutiennent également fortement le Hamas en général et le massacre du 7 octobre en particulier. C'est pourquoi il est important que nous continuions à diffuser la vérité, partagez et suivez-nous et participez activement à la diffusion de la vérité sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez recevoir davantage de vidéos comme celle-ci, envisagez de faire un don financier en vous rendant sur notre site web à l'adresse tbnfr.org ou en cliquant sur le lien don dans la description de cette vidéo YouTube. Noar Gamani, qui a été sauvée de la captivité du Hamas hier, a raconté aux membres de sa famille plusieurs choses sur la période difficile qu'elle a vécue en captivité. Elle a expliqué qu'elle avait déménagé dans 4 appartements différents, que sa vie avait été mise en danger à plusieurs reprises et qu'elle ne savait pas qu'elle était connue dans le monde entier et que l'histoire de son enlèvement avait fait l'objet d'une large couverture médiatique. Elle a décrit le premier moment où elle a réalisé que des forces étaient venues la secourir. Soudain, la porte s'est ouverte et le soldat a dit « Bonjour Noah, c'est Tsahal ». Noah a déclaré que pendant la première période de captivité, la nourriture était rare, puis elle a été transférée dans la maison d'une autre famille où elle a reçu un peu plus de nourriture. Dans la dernière maison où elle a été gardée,
elle a été mise au travail pour nettoyer et laver la vaisselle après les repas. Le matin du sauvetage, Noah était en train de faire la vaisselle quand elle a soudain entendu un cri provenant du salon. Elle a remarqué des hommes masqués qui lui ont dit qu'ils faisaient partie des forces de l'armée israélienne. Au début, j'ai pensé qu'ils essayaient de me discerner et je n'ai pas bougé. Il m'a demandé « Puis-je te soulever sur mes épaules ?» Puis j'ai compris ce qui se passait. Noah m'a dit qu'en route vers le point de sauvetage, le camion s'était enlisé. C'était effrayant. Elle a ajouté « Les combattants ont été courageux. Il a suffi d'une seconde pour que je ne sois pas là aujourd'hui. » Noah, je veux te dire que le cœur de tout le peuple d'Israël est avec toi. J'adresse une prière de paix à toi et à ta mère, en remerciant Dieu qu'elle ait pu lutter assez longtemps contre le cancer dont elle souffre pour te voir à nouveau libre. Aux autres otages qui ont été sauvés, je souhaite également vous souhaiter la bienvenue à la maison et, avec vous, j'élève une prière pour la paix de tous les otages encore détenus à Gaza. Nos cœurs sont avec vous. Je vous en prie, pour le bien des otages, continuez à diffuser la vérité ensemble. Partagez et suivez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Cette guerre est menée sur plusieurs fronts et nous avons besoin que le monde sache qui nous combattons et pourquoi. Rejoignez-nous pour faire connaître la vérité. En parlant de vérité, une situation alarmante s'est développée au cours des dernières 24 heures dans la région frontalière, près de la ville de Rafah, au sud de Gaza. Plusieurs terroristes ont réussi à pénétrer en territoire israélien près du point de passage de Kerem Shalom, mais ils ont été rapidement interceptés et confrontés aux troupes de Tsahal. La plupart des terroristes ont été éliminés avec l'aide de l'armée de l'air et des unités blindées voisines. Passons maintenant à la frontière nord entre Israël et le Liban, qui se trouve juste derrière moi. Vous voyez cette montagne à l'arrière-plan? Il y a des raisons de croire que la partie la plus difficile de tout cela ne fait que commencer. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Bagheri Kani, a averti Israël cette semaine, dans une interview accordée à la chaîne CNN en langue turque, que son gouvernement soutiendrait pleinement le Hezbollah dans toute guerre contre Israël. Entre-temps, un avion de l'armée de l'air israélienne a attaqué et éliminé un groupe de terroristes qui avait tiré plusieurs missiles anti-aériens vers lui. Cette tentative d'abattre un avion israélien constitue une grave escalade dans une situation déjà tendue. Les forces de défense israéliennes continuent de se préparer à la guerre à la frontière nord. Récemment, des unités de la brigade de parachutistes qui étaient auparavant déployées à Gaza ont achevé des exercices d'entraînement destinés à les préparer au terrain du sud Liban. La guerre au nord est une guerre de dissuasion, d'intimidation et d'usure que le Hezbollah mène contre Israël depuis le mois d'octobre, et elle continue d'être caractérisée par une escalade contrôlée. De temps à autre, le Hezbollah tente d'accroître la pression sur Israël en tirant des roquettes un peu plus profondément sur le territoire israélien ou en introduisant de nouvelles armes sur le champ de bataille. C'est généralement en réponse à une leçon douloureuse que l'armée israélienne lui a donnée en frappant l'un de ses principaux commandants sur le terrain ou d'autres cibles importantes. Il peut aussi s'agir de manifester plus concrètement sa solidarité avec le Hamas à Gaza et avec les habitants de la bande de Gaza qui souffrent des événements de la guerre et d'essayer de restreindre la liberté d'action de Tsahal dans le sud et le nord. Cependant, Israël se montre de plus en plus impatient face à la poursuite du conflit dans ses caractéristiques, y compris les dommages qualifiés d'insupportables en termes de vies et de biens et les souffrances de la population évacuée. À cela s'ajoute l'incertitude quant à l'avenir, ainsi que la nécessité de s'assurer que cette réalité éliminera la menace d'une attaque terroriste du type du 7 octobre dans le Nord. Surtout, le sentiment général de vulnérabilité et l'évolution du système international rapprochent Israël d'une décision sur le changement de politique à l'égard du Liban. Toutefois, avant de passer à une campagne plus puissante au Liban, dont l'objectif n'est pas encore clair, il est important de créer les conditions optimales pour sa réussite, surtout lorsqu'il est clair qu'elle entraînera des pertes importantes. Au-delà de l'entraînement des forces en cours depuis un certain temps, il est important de s'assurer du soutien américain qui n'existe pas à l'heure actuelle, de déterminer les objectifs de la guerre et de créer une base stratégique solide
pour s'engager dans cette campagne. Cette base devrait être fondée sur la réalisation des objectifs de la guerre à Gaza, la victoire sur l'organisation du Hamas dans le sens de l'effondrement de ses cadres opérationnels et de l'endommagement significatif de ses dirigeants et de ses agents. Elle devra également inclure le retrait du Hamas du pouvoir et la clarification du fait qu'il ne reviendra pas à la tête de Gaza, ainsi que la libération des otages, si nécessaire au moyen de nouvelles opérations militaires comme celle réalisée il y a 2 jours. Il sera alors possible de relever le défi du Hezbollah et de son protecteur, l'Iran. Ici, à TBN Israël, nous continuerons à rendre compte de la question en détail, mais nous avons besoin de votre aide et de votre soutien. Continuez donc à diffuser la vérité, partagez et suivez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. La chose la plus importante que nous puissions faire est de prier. Priez pour les soldats de Tsahal qui nous défendent tous contre ces organisations maléfiques dans le nord, dans la bande de Gaza et en Judée et Samarie. Prions pour que les otages soient libérés. Et surtout, le plus important, priez pour la paix à Jérusalem.